La Corée du Nord soutiendra pleinement toutes les mesures qui seront prises par les dirigeants russes. C'est ce qu'a réaffirmé ce mardi Kim Jong-un, le leader nord-coréen, après s'être entretenu au téléphone avec son homologue russe Vladimir Poutine. Mais alors que représente réellement cette coopération entre les deux pays et quelle est son importance alors que Vladimir Poutine doit rencontrer le président des États-Unis ce vendredi? Salut, c'est Blanche, Hugo est en vacances donc on prend le relais avec l'équipe et c'est le sujet à la une de nos actus du jour. Kim Jong-un et Vladimir Poutine se sont donc entretenus au téléphone ce mardi. Selon KCNA, l'agence de presse gouvernementale de la Corée du Nord, les deux hommes se sont engagés, je cite, à renforcer la coopération dans le futur entre leurs pays et se sont également félicités de leur partenariat stratégique dans tous les domaines. Il faut savoir que cette annonce, elle n'est pas anodine puisqu'elle intervient, comme je le disais, seulement quelques jours avant la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska ce vendredi. Ils pourraient signer lors de cette rencontre un potentiel accord de paix concernant l'avenir de l'Ukraine. Alors on va pas revenir aujourd'hui sur cet accord puisque c'était notre sujet d'hier, mais si ça vous intéresse, on vous met le lien en description. En tout cas, selon le gouvernement russe, Vladimir Poutine a, je cite, partagé des informations avec Kim Jong-un dans le contexte des discussions à venir avec Donald Trump. Toujours selon KCNA, le président russe a notamment salué, je cite, la bravoure, l'héroïsme et l'esprit de sacrifice dont ont fait preuve les troupes nord-coréennes lorsqu'elles ont combattu avec les forces russes pour repousser une incursion ukrainienne. En fait, ici, Vladimir Poutine fait référence aux 10 000 soldats nord-coréens qui sont allés appuyer les forces russes pour combattre dans la région de Koursk, à la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Ce déploiement de soldats nord-coréens dans le cadre de la guerre en Ukraine avait longtemps été nié par la Russie et la Corée du Nord avant qu'ils ne le confirment officiellement fin avril 2025. A noter aussi que cette alliance entre les deux pays, bien que renforcée par la guerre en Ukraine, ne sort pas de nulle part et ne date surtout pas d'hier. La Russie et la Corée du Nord ont historiquement des relations assez anciennes, datant notamment de l'époque soviétique, avec un important rapprochement au moment de la guerre froide qui avait débuté à la fin des années 1940. Mais donc très concrètement, pour revenir à ce soutien militaire des soldats nord-coréens en Russie, il s'était notamment illustré à l'automne 2024, au moment où l'armée ukrainienne avait réussi à franchir la frontière et avait occupé la région russe de Koursk pendant près de 8 mois avant de se replier. Selon les services de renseignement britanniques, plus de la moitié des troupes nord-coréennes envoyées lors de cet affrontement ont été tuées ou blessées. L'Ukraine avait finalement affirmé fin janvier 2025 que les militaires nord-coréens avaient été retirés en raison de lourdes pertes. Selon les services de renseignement sud-coréens, cette fois-ci, qui scrutent de très près leurs voisins nord-coréens, la Corée du Nord a déployé au moins 18 000 soldats pour soutenir la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Toujours selon eux, le régime nord-coréen fournirait également de grandes quantités d'équipements militaires, de munitions, ainsi que de l'artillerie et des missiles balistiques à la Russie. Ces différentes aides résultent notamment d'un pacte stratégique conclu officiellement en novembre 2024 entre la Russie et la Corée du Nord, après plusieurs mois de coopération sur le terrain. Vous l'aurez donc remarqué, la Russie et la Corée du Nord se sont donc considérablement rapprochés depuis le début de l'invasion massive de l'Ukraine en 2022 par la Russie. Selon de nombreux analystes, la décision de Kim Jong-un d'envoyer des soldats nord-coréens en Russie permet d'ailleurs, au-delà d'aider son allié, de permettre à son armée d'obtenir de l'expérience sur le terrain, puisque si on enlève l'Ukraine, elle n'a participé à aucun conflit depuis plusieurs décennies. La Corée du Nord profite aussi de cette guerre pour perfectionner sa technologie. Selon de nombreuses sources ukrainiennes de haut rang, notamment citées par l'agence de presse Reuters, la précision des missiles balistiques nord-coréens tirés par les forces russes sur l'Ukraine depuis décembre 2023 s'est considérablement améliorée. La zone d'impact autour de la cible visée par les missiles est passée d'1 à 3 km à 50 à 100 mètres aujourd'hui, et donc les missiles atterrissent beaucoup plus près de leur objectif précis. Et au-delà d'être un véritable renfort sur le front, la Corée du Nord aide aussi la Russie sur un autre plan bien différent, mais lui aussi lié à la guerre. Selon une longue enquête publiée ce mardi par la BBC, en plus d'être envoyés dans l'armée, des milliers de Nord-Coréens ont aussi été envoyés en Russie depuis le début de l'invasion russe pour pallier la pénurie de main-d'œuvre qui sévit dans le pays depuis 2022. Selon cette enquête, qui se base sur des entretiens avec 6 travailleurs nord-coréens ayant fui la Russie et sur des informations provenant des services de renseignement sud-coréens, plus de 10 000 Nord-Coréens ont été envoyés en Russie l'an dernier pour travailler dans le bâtiment ou encore dans des usines, et plus de 50 000 autres sont attendus cette année en Russie pour y travailler. Mais selon les témoignages, leurs conditions de travail seraient proches de l'esclavage, les ouvriers seraient extrêmement surveillés, dormiraient sur les chantiers dans des conteneurs et devraient se réveiller à 6h du matin avec des journées de travail allant jusqu'à 2h du matin dans des conditions de sécurité minimes et avec 2 jours de congé par an par exemple. Si ça vous intéresse, on vous met le lien de l'enquête en description. En tout cas, ces différentes annonces surviennent alors que de nombreuses réunions ont aussi lieu du côté des alliés de l'Ukraine avant la réunion Trump-Poutine qui pourrait être décisive. On continuera évidemment de suivre tout ça. En attendant, je vous laisse avec Samy pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous. On commence avec cette actu en France. 21 cas de listériose ont été identifiés, dont 2
qui ont conduit à des décès selon Santé publique France. La listériose, c'est une infection rare d'origine alimentaire causée par la bactérie Listeria monocytogène, principalement transmise aux humains par la consommation d'aliments contaminés. Et justement, un lien possible a été établi avec des fromages au lait pasteurisé de la fromagerie Chaffgrand dans la Creuse. Des dizaines de fromages fabriqués dans l'usine de la fromagerie, tous des fromages au lait pasteurisé de vache, notamment des camemberts, des gorgonzola, brie et des bûches de chèvre ont donc été rappelés partout en France, mais aussi à l'international. Ils ont été vendus dans des grandes surfaces comme Auchan, Leclerc, Carrefour, Lidl ou U. Et donc si vous avez acheté du fromage récemment en grande surface, on vous conseille de vérifier qu'il n'est pas concerné. Je vous mets des infos dans la description. Il faut savoir que la listériose est particulièrement dangereuse pour les nouveau-nés, les personnes immunodéprimées, les personnes âgées et les femmes enceintes qui ont 17 fois plus de risques de développer l'infection que la population générale. Deuxième actu qui concerne la Nouvelle-Calédonie, un territoire d'outre-mer français situé dans le Pacifique. Le Front de libération nationale kanak et socialiste, le principal mouvement indépendantiste de l'archipel, a officiellement rejeté le projet d'accord signé à Bougival dans les Yvelines avec l'État et les non-indépendantistes. En fait, un congrès indépendantiste a été réuni pour se prononcer sur l'accord signé le 12 juillet, qui prévoit la création d'un État de Nouvelle-Calédonie doté d'une nationalité propre et la possibilité de transférer certaines compétences concernant la monnaie, la justice ou encore la police depuis la France vers le territoire. Ça ne signifie donc pas une indépendance totale, mais plutôt un statut spécifique et renforcé à l'intérieur de la République française. C'est une forme d'autonomie élargie, mais une partie du mouvement considère ces mesures insuffisantes car le texte ne prévoit pas de nouveau référendum sur l'indépendance. Attaché à la perspective d'un véritable droit à l'autodétermination, certains dirigeants, dont le président du FLNKS, Christian Tin, ont dénoncé un accord à marche forcée proposé par Macron. En tout cas, ce rejet s'inscrit dans un contexte tendu car un précédent projet de dégel du corps électoral de Nouvelle-Calédonie avait déjà provoqué de graves émeutes en mai 2024. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Troisième actu qui concerne la bande de Gaza. 26 pays dont la France, le Royaume-Uni ou encore le Japon ont appelé dans un communiqué commun Israël à lever tous les obstacles pour lutter contre la famine qui se répand sous nos yeux. Plus précisément, ils demandent à Israël de lever tous les obstacles qui empêchent des acteurs humanitaires essentiels d'intervenir à Gaza, où les souffrances humanitaires ont atteint des niveaux inimaginables. Depuis janvier, 148 personnes sont mortes à Gaza des effets de la malnutrition et près de 12 000 enfants de moins de 5 ans ont été identifiés comme souffrant de malnutrition aiguë en juillet, selon les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. Et toujours concernant la situation au Proche-Orient, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé lors d'un interview pour la chaîne I24 News qu'Israël, je cite, autorisera les Gazaouis fuyant la guerre à émigrer à l'étranger. Nous ne les poussons pas dehors, mais nous leur permettons de partir et c'est ce qui se passe, a-t-il précisé. A noter que l'armée israélienne s'apprête à engager une nouvelle phase d'opération dans la bande de Gaza visant à libérer tous les otages israéliens et à vaincre le Hamas selon ses objectifs officiels. Elle prévoit de prendre le contrôle de la ville de Gaza ainsi que des camps de réfugiés voisins. L'ONU a averti que ce projet pourrait provoquer une nouvelle calamité aux conséquences régionales graves. Quatrième actu, on voulait vous reparler de ce qui se passe à Washington DC, la capitale des États-Unis. On en parlait hier, Donald Trump a déployé la garde nationale dans la ville et les premières arrestations ont donc eu lieu ce mardi soir. Plus précisément, 23 personnes ont été arrêtées selon la porte-parole de la Maison-Blanche Caroline Leavitt. Ces interpellations ont eu lieu dans le cadre d'enquêtes pour homicide, blessures par arme à feu, narcotrafic ou encore atteinte à la pudeur. En tout cas, ce n'est que le début d'après elle. Caroline Leavitt a aussi affirmé qu'au cours du prochain mois, l'administration Trump allait, je cite, sans relâche poursuivre et arrêter les criminels violents dans le district de Columbia, dont dépend Washington. Et enfin, dernière actu, la fusée Ariane 6 a réussi un nouveau décollage ce mardi depuis la base spatiale européenne. Ariane 6 doit mettre en orbite le satellite météorologique METOP SG-A1, le premier satellite de nouvelle génération en orbite polaire. Son but est d'améliorer la précision des prévisions météorologiques et la compréhension du climat. A noter que c'est le troisième lancement d'Ariane 6 depuis son vol inaugural en juillet 2024 et le deuxième commercial après celui du 6 mars avec un satellite militaire. Merci Samy pour ces actualités et merci à vous de continuer à suivre ce format tout l'été, ça fait trop plaisir. Je vous rappelle qu'il est disponible en version podcast sur toutes vos plateformes d'écoute, donc que ce soit Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Voilà, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à demain.